Et salut tout le monde, c'est Adria. Aujourd'hui on change d'écran, donc je vais changer mon écran principal par un autre écran que je vais vous présenter juste après. C'est parti! Alors, avant de vous présenter le nouvel écran, on va se remettre un petit peu dans le contexte de cet écran-là que j'ai actuellement. Donc, c'est un écran 2K G-Sync 144 Hz que j'ai depuis un bon 7 ans, 6-7 ans. Je les avais sur mon SLI de 980 Ti. Et à l'époque, le choix de cet écran-là en 2K, c'était parce que la 4K, ça consommait énormément de performance à l'époque. Et donc, c'était soit rester en 1080p, soit le 4K, c'était pas possible à l'époque. Le 4K, c'était pas possible pour jouer en ultra, infaisable. Et puis l'OLED pointait le bout de son nez, donc la raison de soit de cet écran-là à l'époque, c'est fait sur, il est G-Sync, il est 2K, donc il consomme pas trop de performance, mais en même temps, c'était mieux que la 1080p que j'avais avant, qui était celui-là. Donc cet écran-là est 1080p, qui était 144 Hz aussi. Et donc, je voulais le G-Sync. Et donc, à l'époque, j'avais fait le choix du 2K G-Sync 144 Hz. Donc, c'est cet écran-là que j'ai. Les choses ont bien évolué puisque les cartes graphiques aussi ont énormément évolué. L'arrivée de l'OLED est arrivée aussi. Il y a eu énormément d'améliorations en termes d'image sur les écrans, en termes de cartes graphiques pour les cartes vidéo, que ce soit Nvidia ou AMD. Et il y a eu énormément d'améliorations. On a vu arriver le RTX, le DLSS, le frame génération, j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui, le besoin de changer d'écran se fait ressentir, d'autant plus que mes usages ont aussi évolué. Je fais beaucoup plus de montage vidéo, j'ai commencé à faire du Unreal, je fais toujours du gaming, et donc j'avais besoin d'un écran un peu plus polyvalent, qui soit meilleur en termes de colorimétrie d'image, parce que le gros défaut du TN, c'est que la profondeur des couleurs est juste horrible, c'est un peu terne, vous allez voir tout à l'heure quand on va mettre le nouvel écran. Et la 4K, il est toujours 2K, et donc quitte à changer d'écran, autant passer sur un écran 4K, d'autant plus qu'avec une 480, un écran 4K, ça devrait largement passer. Donc c'est pour ça que je vous présente cet écran LG Ultra Gear. Donc vous avez le modèle qui est marqué ici, que je ne prononcerai pas. C'est toujours un 27 pouces, par contre il est 4K. On a gagné un peu de Hertz puisque ce n'est plus du 144 mais du 160 Hz. Bon alors mon choix s'est pas fait là-dessus très clairement. Par contre il est toujours Nvidia G-Sync et FreeSync, il a les deux. Donc ça c'est toujours bon en plus pour l'écran. Mais surtout mon choix ici fait sur ça, le Mini LED. Mini LED 4K. C'est un des rares, pour pas dire le seul écran aujourd'hui qui existe, Mini LED taillé gaming. C'est le seul qui existe et il y a très peu de vidéos à son sujet. Il est nano IPS aussi. Donc en termes de colorimétrie d'image par rapport au TN, ça n'a rien à voir. Donc on va le voir tout à l'heure quand on va comparer les deux, puisqu'on va mettre les deux côte à côte. Mais on va avoir une nette différence en termes de couleur. Donc on va avoir une différence de couleur et une différence de résolution, puisqu'on passe du 2K au 4K. Le mini LED, c'est exactement pareil que l'OLED, mais qui ne marque pas. L'OLED peut marquer. Vous avez tout le temps la barre Windows en bas. Après, quand vous lancez un jeu, vous vous retrouvez avec une image fantôme de la barre en bas dans les jeux. Ça arrive aussi sur les télés avec le logo TF1, France 2, tout ça. Quand vous restez longtemps sur une chaîne, vous pouvez avoir un marquage de l'écran qui existe. Ça a été fait aussi sur l'iPhone. L'iPhone dispose d'un écran OLED
pareil, il marque au bout d'un moment. Alors, il faut plusieurs centaines d'heures, hein, pareil pour la Steam Deck, elle est passée à l'OLED. Il faut entre 500 et 1000 heures sur la même image écran à fond. Donc, il faut quand même abuser sur l'OLED, mais 500 heures en barre Windows, dans le cas d'un écran bureautique ou quand on commence à travailler notamment sur du montage vidéo ou du Unreal comme moi, j'ai souvent la barre et 500 heures, ça peut arriver très très vite. Donc ça peut marquer. Voilà, l'écran OLED va marquer au bout d'un moment, c'est un fait. C'est une technologie qui peut brûler les écrans. On dit qu'il burn. Il ne brûle pas au sens propre, mais il fait un marquage au niveau de l'écran. Sur la technologie mini LED, nous n'avons pas ce problème, ça ne marque pas en mini LED. Par contre, on dispose de la même profondeur de couleur que l'OLED. Donc en gros, le mini LED, on peut prendre un raccourci pour dire que c'est exactement pareil que l'OLED, mais qui ne marque pas. Donc c'est parti, procédons au déballage du LG, petit unboxing, et puis nous allons ensuite l'installer ensemble. Donc c'est parti. Donc avant de monter l'écran, nous allons enlever déjà cet écran-là, et cet écran-là, on va décaler cet écran-là à gauche, celui-là, il jarte. Et puis, je vais décaler celui-là là pour installer le nouveau écran LG ici. C'est parti, let's go. Je fais tout ça et je vous récupère juste après. Alors, procédons à l'ouverture de cet écran. À mon avis, il va falloir assembler, comme d'habitude, l'écran avec le pied. Alors, il y a un truc que je n'ai pas parlé aussi, c'est en termes de connectique. Cet écran, par rapport à mon précédent écran avait qu'une entrée DisplayPort. Mais vraiment que ça. Ce qui faisait que je ne pouvais pas connecter un autre PC sur l'autre écran. Je ne pouvais pas switcher de source en fait, j'avais que le DisplayPort. Sur celui-ci, j'ai de l'HDMI, du DisplayPort, j'ai beaucoup plus d'entrées. Donc notamment, je vais pouvoir, j'espère, brancher la Freebox partie télé dessus. Et voilà. Alors, voilà l'écran. Donc, on commence par l'écran. On va le mettre doucement comme ça. Bon, il est bien emballé. Hein. Ok. Toc, toc. Donc voilà l'écran. Derrière, donc nous avons ici une entrée jack parce qu'on peut mettre l'audio dessus. Là, c'est les sélecteurs de boutons. Derrière, nous avons un support VESA et donc deux HDMI et un DisplayPort ainsi que l'USB et la lime ici. Donc j'ai beaucoup plus d'entrées que avant. Et donc j'espère, on va pouvoir brancher même la Steam Deck, Freebox, et puis le PC en DisplayPort. Donc ça va être plutôt sympa de brancher tout ça, alors qu'avant j'avais vraiment que le DisplayPort, ce qui était un peu relou pour brancher d'autres trucs. Donc j'ai beaucoup plus de connectique sur cet écran-là, c'est vachement mieux. Ici c'est lumineux, donc on verra tout à l'heure. Bon, c'est pas un choix... J'ai pas acheté l'écran pour les trucs ici, mais voilà, ça c'est lumineux. Et voilà, donc alors on va monter le pied. Pour l'instant, on va le mettre bien à plat ici, en sécurité. Voilà. Et donc, où est le pied? Ah, il est là-dessous, le pied. Donc, le pied qui est en deux parties. Donc, il va falloir l'assembler. Et puis ici, j'ai une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? J'ai un carton qui est assez lourd. LG, life's good. Ah bah, on a le bloc d'alim. Donc, bloc d'alim. Nous avons la documentation, le RTFM, Read the fucking manual, le Quick-Start Guide, l'information, blablabla. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc en L. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un cache? C'est un cache-câble? Je pense que c'est un cache-câble. Ok. On a un HDMI, on a l'USB
Et le DisplayPort, donc il y a tout fourni, impeccable. Ok, bam bam bam, ça je range. Bon, je vais déballer tout de suite la lime. Bon, en gros, je vais monter ça. C'est pas bien compliqué, hein, c'est du montage d'écran de tout ce qu'il y a plus basique. Si vous avez déjà acheté un écran et monté le pied sur un écran, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est on enclipse, on visse, et puis c'est fini, on monte l'écran. Donc je vais faire ça, je vais monter l'écran sur le bureau ici, et puis je vous retrouve juste après pour l'allumage de l'écran. Donc voilà, l'écran est installé. J'ai installé sur l'écran la Freebox partie télé, la Freebox Pop en HDMI. J'ai la Steam Deck avec le dock en HDMI aussi sur le deuxième port. Et sur le DisplayPort, j'ai le PC avec le G-Sync, la 4K, l'HDR et tout le tralala. Là, nous sommes sur le PC et j'ai mis en dupliqué les écrans avec un test Dolby Vision qui va faire un test de couleur. Et donc, on verra la différence sur les deux écrans. Attention, ce que vous voyez, vous, à la caméra, moi, en vrai, c'est encore plus flagrant. Donc, vous allez voir une différence, mais sachez qu'en vrai, la différence est encore plus grande parce que la caméra de l'iPhone, évidemment, ne va pas retranscrire toute la différence des deux écrans. Il va y avoir une différence que vous allez voir, mais en vrai, la différence est encore plus grande. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte. Et donc, c'est parti, on fait le petit test. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est blanc. Donc déjà, rien que sur le blanc, ici, c'est beaucoup plus lumineux. Et après, sur les couleurs, alors là, là, il n'y a pas photo. Il y a une grosse différence sur le bleu. Alors là, je ne sais pas si on voit à l'image l'halo ici. Et là, il n'y a pas l'halo. Et surtout au niveau du bleu ici, vs le bleu là, en fait, sur cet écran-là, étant donné que les couleurs sont limitées, et il essaye de... il chie dans la colle, quoi, littéralement. On est en dupliqué hein, sur Windows. Nous sommes vraiment en dupliqué. Donc, quand on voit la carte graphique, pour les écrans, c'est exactement la même chose. Simplement, lui, en termes de couleur, mon précédent écran, il est vraiment limité en couleur, alors que lui, vraiment, il retranscrit vraiment tout le... quand il y a un dégradé de couleur, là, le dégradé, il est net, propre, et là, il est en palier. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces traits-là, parce que les dégradés sont en palier. Il n'est pas capable de faire les couleurs intermédiaires, alors que lui, il est capable. Donc, ça fait une grosse différence. Et là, en termes de couleur, voilà, c'est beaucoup plus nuancé. Là, voilà, le ciel. Sachant que ce que moi, je vois à l'œil nu, c'est encore plus flagrant que ce que vous voyez à la caméra. Là, le feu, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup plus de nuances dans les flammes ici que là. Là, c'est pareil, le vert est beaucoup plus naturel. Là, le feu, vraiment, le feu, là, c'est tout blanc. Alors que là, j'ai vraiment une nuance dans les flammes. Pareil sur la roche. Là, le pont est beaucoup plus rouge et beaucoup plus réaliste ici. Je ne sais pas si on peut revenir un petit peu en arrière. Mais ouais, les images passent vite à partir d'ici. Là, l'eau, il n'y a pas photo. Là, en bas, l'eau et surtout le ciel. Là, le ciel, j'ai un vrai dégradé au niveau du ciel, alors que là, j'ai un ciel complètement uni. Je vois comme si c'était un ciel... Je vois que c'est un coucher de soleil, mais je vois aucun dégradé. Pour moi, le ciel ici est uni. Et là, j'ai vraiment un... je pars de... un espèce de orange rose et je finis vers un magenta clair. J'ai vraiment un joli dégradé ici que j'ai pas du tout ici.
Les noirs sont plus profonds aussi au niveau des arbres. Là, la roche, j'ai beaucoup plus de détails et de couleurs au niveau de la roche, aussi bien à droite qu'à gauche. Enfin, tout ressort beaucoup plus, que ce soit le ciel, la roche, les arbres. Je vois beaucoup plus de nuances. De toute façon, on le voit avec l'halo, hein, l'halo ici. Il y a beaucoup plus de finesse dans les couleurs. Donc ça, c'était pour la partie colorimétrie. Après, évidemment, on passe du 2K au 4K. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, nous sommes sur l'ordi. Mais si je change d'entrée, je vais mettre sur l'HDMI 1, qui est normalement, voilà, la Steam Deck. Donc là, nous sommes sur la Steam Deck. Donc si ici, je prends ma fenêtre Steam, hop, je peux la mettre ici. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai du coup un vrai ordi avec la Steam Deck où bah, voilà, je peux enfin brancher la Steam Deck à l'écran, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc là, quand je vais pouvoir bidouiller sur la Steam Deck, c'est quand même beaucoup plus confortable de bidouiller là-dessus. En plus, j'ai un petit clavier rétractable pour ma deck. Et enfin, j'ai, comme je vous le disais juste avant, sur l'autre entrée, l'HDMI 2, j'ai la partie télé Freebox, où là, je vais pouvoir regarder Canal+ sur la Freebox ou Netflix. Et là, je profite encore du HDR, etc. Pas de combattants des MMA ici, il y a que des danseuses Donc, en fait. Hein. là, le son sort de l'écran, mais alors pour le son, justement, on peut se poser la question de comment je vais faire pour le son entre les différents périphériques. La réponse est ici avec le focal. Je vais le connecter en Bluetooth à la télé, puisque la Freebox télé peut sortir le son en Bluetooth, la Steam Deck aussi, et l'ordi aussi. Donc je peux passer vraiment d'un périphérique à l'autre. En plus, ce Bluetooth, il est multipoint, donc une fois qu'il est connecté à tous les périphériques, il suffit que je fasse pause d'un côté pour play de l'autre. Je n'ai pas reconnecté. Il se connecte aux 3 points directement. Et puis, du coup, je le connecte partout. Et puis, fin de l'histoire, j'ai mon son en switchant ici de source. Et voilà. Donc, vraiment pas mal. Au niveau des paramètres de l'écran, j'ai un mode overclocké. Donc, ici, overclock qui me permet de passer en 165 Hz. Bon, là, sur la Steam Deck, ça ne me sert à rien puisque la sortie est limitée. Enfin, la Steam Deck et la partie télé sont limitées à 60 Hz. Mais sur l'écran, je suis en 165 Hz G-Sync. G-Sync compatible et FreeSync Premium, je crois. Voilà. Bon, FreeSync, c'est pour AMD. Mais voilà, au niveau des choses sur l'écran, donc c'est vraiment ce que je voulais en termes d'écran, c'est que c'est un écran vraiment polyvalent, qui soit mieux en termes de qualité d'image avec la 4K, qui soit mieux en termes de colorimétrie d'image avec le mini LED, qui apporte vraiment un gros plus et un gros changement par rapport à mon écran d'avant. On va se remettre sur le PC. Et on va se remettre en 4K, donc on va se remettre en étendre. Et donc là, nous sommes en HDR, l'écran il me le dit. Et donc dans le panneau Nvidia, du coup, j'ai 2 écrans G-Sync. Alors ça sert à rien sur le deuxième écran, mais au moins ça, c'est présent. On va se mettre ici. Donc là, on voit entre le 2K, où c'est un peu plus gros, et le 4K, où bah, les écritures sont beaucoup plus fines. Beaucoup plus fines. Approche-toi encore un petit peu, tu vas voir, voilà, parce que sinon l'iPhone n'y arrive pas. Donc là, on est vraiment en G-Sync sur les 2 écrans. Et dans les réglages d'affichage, hop, sur ici, nous avons le HDR. Et dans les paramètres avancés de l'écran, le 160 Hz ici sur l'écran principal. Avec une profondeur de couleur en 10 bits, alors que l'autre, il est en 8 bits. Donc il y a la profondeur de couleur qui change sur l'écran aussi. Voilà, c'était un petit tour de l'écran. Moi, ça me convient enfin d'avoir un truc sur lequel je vais pouvoir calibrer les couleurs. Je crois qu'il respecte, si je dis pas de bêtises, un truc comme 98% de la norme DCI-P3. 99,5% de la norme DCI-P3 sur cet écran-là. Donc on est
presque à 100%. C'est beaucoup plus que de l'IPS classique en LCD. On est généralement sur de l'IPS classique, on tourne autour de 95, 96, allez peut-être 97 pour les meilleurs écrans. Alors pour illustrer ce que je suis en train de dire, donc j'ai trouvé deux écrans. Un TUF Gaming, donc un écran on va dire classique que la plupart des gens pourraient acheter. Il est tout à fait basique. Il est IPS, DCI-P3, FreeSync, HDR10. Ça reste quand même un écran à 360 €, donc il a quand même des qualités. Mais en norme DCI-P3, donc c'est un dessin un petit peu, donc voilà, toujours 4K, IPS, machin, tout ça. Mais en DCI-P3, donc on atteint 90%. C'est dit aussi ici, 90%. Donc on est à 90% du DCI-P3, sachant que 100%, c'est les couleurs réelles, de la norme, quoi. On attend c'est calibré, c'est comme la caméra, quoi, 100%. Donc 90%, ça veut dire qu'il retranscrit 90% des couleurs de cette norme. Voilà, en gros. Pour cet Asus ProArt, donc il y a un autre écran, sachant que les ProArt sont quand même réputés pour justement faire des calibrages colorimétrie, c'est quand même des écrans réputés pour leurs couleurs. Donc pareil, c'est un ProArt. Bon, celui-là il est 2K. Mais en termes de colorimétrie, il respecte 98% du DCI-P3. Donc on va de 90 à 98% pour les meilleurs. On est quand même sur 880 €, donc on n'est pas si loin du mini LED. Le mini LED, on est à 1000 €. On est à 98%, sachant que le mini LED, je suis à 99%. Donc je suis mieux que le ProArt. Et celui-là, il est à 100% du REC 709. Mais ce qui est le plus dur, c'est le DCI-P3 d'atteindre. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez du 100% DCI-P3, plus vous avez des meilleures couleurs. Voilà. Donc sur celui-ci, on est à 98%. Moi, je suis à 99% et je crois pas qu'il existe de 100% de toute façon. Donc voilà. C'était pour vous faire un petit peu le delta entre les deux, entre un premier prix entre guillemets qui reste quand même intéressant sur ce TUF Gaming, avec 90% du DCI-P3, l'Asus ProArt 98%, le mini LED 99%, l'OLED on doit être aussi autour de 99% du DCI-P3. Donc en gros, vraiment le mini LED c'est de l'OLED sans l'inconvénient de l'OLED. Voilà. Et donc la technologie mini LED, donc c'est ça, c'est le multizone sur l'écran. Donc c'est plein de petites LED au niveau de l'écran, et donc avec cette technologie là, c'est impossible que l'écran marque avec la barre Windows, impossible. Donc on a vraiment les couleurs de l'OLED avec ce mini LED sans marquage. On a vraiment les avantages de l'OLED sans les inconvénients. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet écran mini LED, et c'est le seul vraiment taillé gaming qui soit 165 Hz, G-Sync, FreeSync, enfin qui est tout ça quoi. En plus d'une crosshair, d'une couleur, d'une tricherie au niveau des noirs pour ceux qui jouent à Black Ops. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cet écran vraiment taillé gaming mini LED. Cet écran est sorti en 2023. Ils n'en ont pas fait d'autres en 2024 et je pense qu'ils n'en ont pas fait un nouveau à cause des tendances actuelles c'est la crise partout. Donc ressortir un écran mini LED, c'est cher. Donc cet écran, comme vous pouvez le voir, vaut 1000 € aujourd'hui. Et donc je pense que LG ne ressortira pas d'écran mini LED avant, je pense, 2025-2026, on verra. Mais c'est le seul écran mini LED 27 pouces 4K qui existe, taillé gaming. C'est le seul qui existe. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'il est vraiment atypique de par LG. En plus, LG est un fabricant de dalles, donc il fabrique vraiment les dalles aussi bien OLED, LCD et mini LED. Donc c'est pour ça, c'est le seul écran qui existe comme ça. Il n'y aura pas d'écran Asus qui pourtant assemble des écrans. Donc, dans le cas d'Asus, ils peuvent prendre des dalles LG, Samsung Display ou des choses comme ça. Mais là, c'est les seuls à proposer cet écran-là en mini LED. Alors ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai cet écran là et j'ai pu faire pas mal de réglages, et j'ai pu lire sur internet avant d'acheter cet écran là que l'écran produisait des halos lumineux. Vous savez, quand il y a une image blanche sur fond noir et qu'il y a un halo autour,
en fait, il y a une mise à jour du firmware de l'écran pour régler ce souci-là. Alors, je vous montre des images en ce moment de avant et après la mise à jour du firmware, mais il faut mettre à jour absolument le firmware de l'écran pour régler ce souci-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des paramètres dans l'écran qu'il faut que je vous montre, qui changent la donne au niveau donc justement de ces problèmes de halo et du ghosting. Le ghosting, c'est quand on scrolle justement, par exemple, du texte sur fond blanc et qu'il y a une espèce d'image fantôme du texte qui se produit quand on scrolle. Ça, c'est un réglage au niveau de l'écran que je vais vous partager. Et là, on est sur Alan Wake qui produit des noirs parce que je vais vous montrer aussi qu'il y a un réglage quand on est en HDR pour régler justement la profondeur des noirs si on veut des noirs plus ou moins profonds. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais éteindre la lampe torche. Donc là on voit à peu près ce que vous voyez. Donc on voit à peine. Donc ça m'oblige à utiliser la lampe torche. Et en fait il y a un paramètre dans l'écran. Donc il faut ouvrir le menu, paramètres, ajuster jeu. Donc c'est là et contrôle des noirs. Voilà. Là, en fait, si je pousse le curseur, c'est plus lumineux. Hein. Vous voyez cet objet-là. Et ben, si je diminue cette valeur, et ben, l'objet, on ne le voit plus. En fait, ça va vous permettre de contrôler le niveau de noir en HDR. Alors moi, je l'ai mis à 70%, enfin 70%. Sachant que là, on est très lumineux. Hein. Vous voyez, on voit vraiment tout. Donc, vous pouvez régler avec ce réglage-là que le HDR soit plus ou moins noir. Ça, c'est la première chose. Le temps de réponse, justement, c'est le ghosting. Alors, je vais vous montrer une page web. Là, en fait, si je scrolle, il n'y a aucun ghosting. Si je change le réglage ici, je vais mettre en plein écran, et que je change le temps de réponse et que je mets plus rapide, par exemple, là, si je me mets à scroller, en fait, je ne sais pas si on voit sur la caméra, mais il y a un léger scroll qui se produit en fait quand on scrolle là. Il y a un truc, ouais, surtout là, sur le texte, ça ghost un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais quand je bouge, il y a un effet de ghost qui se produit. Cet effet-là, en fait, il se dissipe complètement quand on va dans les paramètres et qu'on met le temps de réponse en normal. Là, quand le temps de réponse est normal, je n'ai plus le souci de ghosting. Alors, je ne sais pas si on voit une différence de avant-après à la caméra, mais moi, à l'œil nu, c'est complètement net. Donc ça, le temps de réponse, il faut mettre en normal, il ne faut pas le mettre en plus rapide. La crosshair, bon, bah ça, c'est assez explicite, et le nombre de FPS, c'est pour afficher les FPS sur l'écran, là-haut. Voilà. Donc, toc, paramètres. Donc, je vous fais un petit tour des paramètres de l'écran. Je remets ça off. Donc, moi, j'ai réglé comme ça. J'ai mis le temps de réponse en normal, justement pour éviter le ghosting. Le contrôle des noirs, je vais le remettre à 70, qui était mon paramètre. Parce que moi, j'aime bien quand même avoir des vrais noirs, que ça soit réaliste. Mais si vous voulez vraiment voir quelque chose, là, vous poussez le curseur. L'overclock, donc là, c'est pour passer à 165 Hz. 160 Hz, pardon. Et ajuster l'image. Alors, luminosité, moi, j'ai mis 90%, parce que quand même, le mini LED, vous allez voir, je vais vous faire une démo de l'écran TN et du mini LED, mais le mini LED, ça pète à mort au niveau des blancs. Hein. Donc, si vous prenez une flashbang dans la tête, vraiment, ça vous éclaire. Hein. Alors, nous voici dans le noir. Donc ça, c'est l'écran TN qui est allumé. Et là, il y a le mini LED qui est pour le moment éteint. Donc là, vous voyez comment ça allume. Hein. J'ai mis une image blanche. On est en dupliqué sur Windows. Hein. J'ai mis une image blanche et voilà, ça éclaire comme ça. Donc, au niveau de la pièce, on voit pas grand-chose. Le clavier, c'est pareil. Bon, ça éclaire un petit peu. Après, on est encore une fois avec l'iPhone, donc je ne peux pas retranscrire ce qu'il y a en vrai, mais voilà, hein, vous voyez comment la télécommande est, comment les objets sont et tout. Ok, maintenant on va allumer le mini LED. Alors, je vais éteindre cet écran-là pour allumer le mini LED. Ok. Et là, pouah là voilà. Alors,
je sais pas si vous voyez, mais bon. Est-ce que j'ai besoin de décrire plus? Voilà, là on voit. Ok? Je crois qu'il n'y a pas meilleur démo que cette flashbang. La sainte lumière. Bref, ça éclaire à mort. Donc luminosité, j'ai mis 90%. Luminosité maximale, j'ai mis haut parce que je veux que ça pète à la tête. Et la netteté, j'ai mis 80. Donc la netteté, là, c'est justement... Là, le texte est flou. Et là, le texte est ultra net, mais trop net, parce qu'en 4K, c'est tout petit. Donc moi, j'ai mis 80. Et voilà. Les sources d'entrée, bon bah voilà, hein, si ça bascule automatiquement ou pas sur les sources, le format d'image, en vue du 4 tiers, du full wide, et les listes d'entrée, bon ça voilà. Là on passe sur les langues. Ça c'est les réglages de couleurs à l'arrière de l'écran. Les touches définies, c'est les touches en bas de l'écran, à gauche ou à droite. Ça c'est l'audio de l'écran, si on met on ou off. Franchement moi je l'ai laissé en on au cas où, mais bref, c'est le réglage de l'audio. Et c'est tout, la langue, et puis c'est tout. Et puis ça, c'est les presets. Parce que là, je suis en joueur 1, mais puis je passe en joueur 2. Voilà, il change de preset. D'ailleurs, là, j'ai pas vu, il change en VESA Certified, je sais pas pourquoi. J'avoue, j'ai pas encore joué avec les presets, mais voilà, il y a des presets d'entrée. Les presets d'entrée. D'ailleurs, j'ai peut-être regardé sur le VESA HDR pourquoi joueur 1 n'a pas le VESA HDR. Peut-être me mettre un joueur 2. Faut encore que je potasse le manuel de l'écran, mais voilà, il y a des réglages au niveau de l'écran qui changent vraiment tout sur l'écran. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la caméra comme ça et que je voulais vous montrer Alan Wake, qui est mon réglage actuel, qui me permet d'avoir un grand delta justement entre le blanc et le noir, parce que c'est l'objectif du HDR, c'est d'avoir un delta entre le noir et le blanc le plus important possible. Donc c'est pour ça que j'ai réglé ça comme ça, pour avoir vraiment des noirs profonds, mais en même temps des blancs ultra lumineux. Et vraiment profiter du mini LED comme ça. Donc c'était pourquoi je voulais vous montrer cette partie-là après plusieurs jours. Et encore, il faut encore que je potasse parce que vous voyez, quand j'ai fait le menu, j'ai pas vu le VESA HDR. Donc ça, je vais peut-être regarder, mais le réglage déjà actuel me suffit largement et me convient largement. Autre chose, dans Windows, il existe, j'ai pas vu au début de la vidéo, il existe ici un HDR automatique. Alors, je l'ai désactivé parce que ce mongol de Windows faisait des allers-retours, c'est-à-dire que quand on passait une image blanche, il diminuait justement le blanc, parce que là, en fait, on lit HDR automatique, obtenir une image plus lumineuse et plus détaillée en améliorant les jeux accessibles SDR en HDR. Donc en gros, il transforme le contenu standard en HDR. Le problème, c'est que l'écran le fait lui-même aussi. Et donc on se retrouve avec deux HDR. Et le problème, du coup, quand c'est blanc, il diminue le blanc, mais il le fait de manière avec de la latence. C'est-à-dire, il le fait après, c'est-à-dire c'est blanc, et on le voit réduire, mais progressivement. Et en fait, le problème, c'est que si on se retrouve au milieu, c'est-à-dire qu'on bouge la caméra avec, par exemple, une bougie ou quelque chose dans la scène, et qu'on tourne la caméra, pouf, il diminue. Et quand on repart vers le noir, pouf, il augmente. C'est-à-dire une scène sombre, il va l'augmenter, et une scène claire, il va le diminuer. Le problème, c'est que s'il y a les deux dans la même scène, par exemple une lumière ou une bougie, et ben on voit ce truc qui diminue ou qui augmente. Et il passe son temps à faire ça, augmenter, diminuer, augmenter, diminuer, augmenter, diminuer. Et c'est trop chiant. Du coup, je l'ai enlevé, plus de problème. Donc l'HDR automatique, ne pas mettre. Le reste, oui. Voilà. En gros, si le contenu est HDR, tant mieux. Si le contenu est SDR, de toute façon, le mini LED va faire son travail et il n'y a pas besoin de tricherie de Windows par-dessus qui va faire n'importe quoi. Ce truc-là, dans mon cas, fait n'importe quoi. Je répète, dans mon cas. Peut-être qu'avec d'autres écrans, ça fonctionne, mais le mini LED, ce truc-là, pour cet écran-là, c'est foireux. Voilà. Donc, ça dégage.
Voilà. Et donc, voilà, Alan Wake, ça tourne super bien. Et puis le 4K, c'est génial. Donc, voilà. Et puis, comme c'est la première vidéo de l'année, bonne année, et puis à une prochaine. Huch.